Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur Koba TV pour votre émission préférée, les secrets du bac. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément très important en terminale, disons l'élément fondamental de la classe de terminale. Cet élément, c'est la méthodologie de la dissertation philosophique. Aujourd'hui, bon nombre d'élèves n'arrivent pas à comprendre ou à maîtriser la méthodologie de la dissertation en philosophie. Pourtant, cet aspect est très important et capital même pour la rédaction d'un devoir de l'élève. Alors, chers amis, prêtez attention à ce que je vous donne comme conseil dans le cadre de la méthodologie de la dissertation en philosophie. Qu'est-ce que la dissertation philosophique? Ou d'ailleurs, qu'est-ce que disserter? Chers amis, disserter, c'est discuter. Disserter, c'est étayer, c'est débattre. Alors, quand on parle de dissertation philosophique, on vous demande là, ce devoir-là, de résoudre, de poser, puis de résoudre un problème philosophique. Je dis bien un problème philosophique. Cette méthodologie-là a une règle particulière, c'est-à-dire qu'elle a son fonctionnement, elle a sa façon d'être rédigée. Sachez, chers amis, qu'en terminale, ce qu'on veut voir de vous, les élèves, c'est votre capacité rédactionnelle, votre capacité à pouvoir rédiger, à comprendre le sujet, à le rédiger, à poser le problème de façon philosophique. C'est pourquoi cette méthodologie requiert des étapes précises. Nous avons l'introduction, nous avons le développement, nous avons la conclusion. Donc, 3 parties dans votre travail. Mais avant d'atteindre le devoir proprement dit, un sujet vous est donné. Mais le sujet est donné de façon interrogative ou en forme de thèse. C'est pourquoi en philosophie, vous avez 3 types de sujets. Vous avez les sujets type 1, les sujets à problème ou les sujets à question. Vous avez les sujets type 2, qui sont les sujets généralement à thèse, des sujets entre guillemets, des sujets qui généralement sont des pensées d'auteur, sont des points de vue d'auteur. Vous avez enfin des sujets type 3, qui sont des sujets en forme de thème, où on met en confrontation généralement 2 thèmes. Par exemple, on peut vous dire État et liberté, on peut vous dire religion et aliénation. Ça dépend, on vous donne 2 thèmes en opposition. Mais en terminale, généralement, vous avez affaire aux 2 premiers types de sujets, le type 1 et le type 2. Alors, qu'est-ce que le sujet type 1? Le sujet type 1, généralement, c'est des sujets en forme interrogative qui posent un problème ou des sujets à question. Dans ce sujet-là, on dit toujours au candidat qu'il n'y a pas de thèse conforme, ce sujet-là. Le candidat peut partir de la position privilégiée par l'auteur ou partir du contre-pied de la position privilégiée par l'auteur. Il n'y a pas de thèse conforme à partir du moment où le sujet se termine par un point d'interrogation. Vous avez aussi le sujet type 2, qui est le sujet type citation, entre guillemets. Ce sujet, il est particulier en ce sens où on demande au candidat, de ce sujet-là, de privilégier la position d'abord de l'auteur. C'est-à-dire que dans la thèse, dans votre premier acte de réflexion, vous êtes amené d'abord à débattre sur la position que privilégie l'auteur dans sa pensée. C'est-à-dire, quand on vous dit, par exemple, que l'homme est un loup pour l'homme, Thomas Hobbes vous dit que l'homme est un loup pour l'homme, par exemple, dans votre thèse, dans votre premier acte de réflexion, dans votre développement, vous êtes amené d'abord et avant tout à privilégier, à soutenir la position de l'auteur. Si vous faites le contraire de ce que dit l'auteur dans le type 2, alors vous n'êtes pas loin de faire un hors-sujet. Maintenant, passons au devoir à proprement dit. Le devoir est rédigé en 3 parties. L'introduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement et la conclusion. Mais avant d'entamer le devoir, il y a ce qu'on appelle le travail préparatoire. Le travail préparatoire consiste à faire quoi? Dans le travail préparatoire, nous avons ce qu'on appelle l'étude parcellaire. L'étude parcellaire consiste à faire quoi? Elle consiste bien évidemment à repérer tous les éléments clés du sujet, c'est-à-dire les thèmes clés, les thèmes difficiles ou les thèmes qui vous semblent difficiles dans le sujet, vous les repérez et vous les définissez. Mais attention, on ne définit pas les thèmes du sujet par rapport ou conformément à notre définition propre que nous avons. Non, mais les thèmes du sujet sont définis conformément à la contextualisation que nous donne le sujet, donc au contexte du sujet. C'est pourquoi la méthodologie nous dit que vous devez être capable de définir ces thèmes-là par rapport au contexte que requiert le sujet. Donc, ne faites pas du mot à mot. Il faut utiliser les thèmes dans leur contexte à la définition.
Donc, l'étude parcellaire consiste bien évidemment à définir tous les thèmes clés de votre sujet. Tous les thèmes clés de votre sujet. Et ceci est un aspect important. Alors, après la définition, bien évidemment, des thèmes clés, vous aurez à faire ce qu'on appelle une réformulation du sujet. Le sujet va être réformulé. C'est-à-dire, le sujet est posé d'abord dans sa forme brute. Vous allez faire ce qu'on appelle, je récapitule, vous allez faire ce qu'on appelle une définition des différents mots-clés, différents mots qui constituent le sujet. Après, vous allez réformuler le sujet, mais par rapport à votre définition de vos mots. Mais attention, vous ne ferez pas la réformulation, vous ne ferez pas de la réformulation du mot à mot. Réformulez le sujet en vous conformant au contexte du sujet. C'est très important. L'aspect contexte est très important dans ce système-là. Après la formulation, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant élaborer ce qu'on appelle la phase de la problématisation. Donc, ça, chers amis, la problématisation, c'est l'ensemble de questionnements ou de questions. Dans la problématisation, nous avons le problème, nous avons les deux axes de réflexion. Le problème, la thèse qui est l'axe 1, l'antithèse qui est l'axe 2. Donc, vous élaborez le problème et les deux axes. Après quoi, bien évidemment, on peut passer à la rédaction de notre introduction. Voilà un aspect très important dans notre travail. L'introduction, chers amis, en philosophie, l'introduction est l'élément fondamental, l'élément clé de votre devoir. Parce que généralement, au bac, l'introduction est la première partie que va lire le correcteur. C'est d'abord le premier élément que l'on va lire. Alors, si vous la ratez, alors vous avez raté tous vos devoirs. Donc, prenez le temps de rédiger votre introduction. Prenez le temps de préparer l'introduction au brouillon. Prenez le temps. Dans l'introduction, nous avons ce qu'on appelle des définitions. On peut partir de 3 ou 4 éléments pour commencer une introduction. On peut commencer l'introduction par une définition du thème clé, c'est-à-dire tous les sujets qu'on vous donne en philosophie, généralement, tournent autour d'une notion clé. Ça peut être la religion, ça peut être l'État, ça peut être l'histoire, ça peut être la civilisation, ça peut être l'humanité, ça peut être la conscience, ça peut être l'inconscient. Nous avons plusieurs notions clés que vous avez, que vous faites à l'école, en cours. Et donc, on vous demande, on peut bien évidemment partir d'une définition de ce thème clé-là. On peut définir le thème clé d'abord. On peut aussi partir d'un paradoxe dans votre introduction. On peut aussi partir d'une citation dans votre introduction. On peut aussi, bien évidemment, partir d'un constat général dans votre introduction. Alors, si vous partez d'une introduction, par exemple, après l'introduction, vous allez faire ce qu'on appelle le paradoxe. Alors, le paradoxe, c'est la contradiction que va émettre le sujet. C'est-à-dire, là où vous êtes amené à créer une brève contradiction dans le sujet. C'est-à-dire, votre axe 1 de réflexion, votre axe de réflexion, vous l'expliquez de façon brève dans votre introduction, de sorte à créer une contradiction, de sorte à sortir les grandes structurations du devoir, les grandes parties du devoir. Après le paradoxe, bien évidemment, vous allez maintenant poser directement le problème. Mais à ce niveau, il y a plusieurs thèses qui se confondent. Certains disent qu'après le paradoxe, il faut insérer le sujet, il faut faire la formulation du sujet, il faut mettre un problème et les deux axes. Alors moi, je dis que lorsqu'un élève fait une introduction, est-ce qu'on met la formulation du sujet, on insère le sujet, on met le problème et les deux axes, ça fait trop de questions et l'introduction sera lourde et surchargée. C'est pourquoi, après le paradoxe, vous allez directement insérer le problème, bien évidemment, avec des phrases de transition, avec des thèmes de liaison. Vous allez insérer le problème. Après l'insertion du problème, vous allez même directement insérer les deux axes de réflexion, c'est-à-dire l'axe 1 et l'axe 2, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. L'axe 1 et l'axe 2 sont les deux grandes structurations de votre devoir. L'axe 1 qui est la thèse, l'axe 2 est l'antithèse. C'est-à-dire que dans votre développement, vous aurez à faire un plan dialectique. Deux parties, thèse et antithèse. La thèse correspond à l'axe 1 et l'antithèse correspond à l'axe 2. Alors, passons au développement. Le développement, c'est là où vous allez expliciter, là où vous allez expliquer le long en large vos différentes structurations logiques. La thèse est bien évidemment la première partie de votre développement. Mais avant d'enclencher le développement, il y a ce qu'on appelle l'amorce. L'amorce débute communément qu'on appelle l'IPP, l'idée de prise de position. Alors, l'idée de prise de position n'est rien d'autre que la thèse que vous soutenez au préalable. Il faut d'abord l'idée de prise de position avant d'insérer l'argument 1.
Donc nous avons IPP, l'idée de prise de position que nous allons insérer. Après quoi, on va essayer maintenant d'insérer ce qu'on appelle notre premier argument. L'argument, bien évidemment, en relation avec le sujet que nous traitons. Et on insère l'argument. Attention, attention, je recommande à chaque élève, par axe, 3 arguments, si possible, 3 arguments, 3 citations ou 2 citations si possible. 3 arguments en thèse, 2 citations. Antithèse, 3 arguments, 2 citations. Mais déjà, en thèse, quand vous insérez un argument, prenez le temps de l'expliquer, de l'expliciter. Ne faites pas ce qu'on appelle du copier-coller. L'argument, vous l'insérez, il faut l'expliquer, il faut l'expliciter pour qu'on le comprenne, pour qu'on comprenne le sens de votre raisonnement. Parce que le développement est le lieu où vous allez construire une argumentation, vous allez construire un raisonnement. C'est très important. Après l'explication de l'argumentation, vous allez maintenant illustrer. Vous allez maintenant, à l'aide d'une pensée d'auteur, à l'aide d'une citation, vous allez maintenant soutenir votre argument, votre explication avec la pensée d'un auteur. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'IPP, l'idée de prise de position. Nous avons l'idée argument, nous avons l'idée explication, c'est-à-dire nous avons l'explication de l'argument et nous avons l'idée citation. Donc, nous avons la citation qui va venir soutenir l'argument que nous avons préalablement énuméré. Après quoi, je passe à mon deuxième argument que je vais énumérer et que je vais expliquer encore avec une citation à l'appui. Mais n'oubliez pas, chers amis, le plus important aussi dans votre développement, c'est l'utilisation de vos connecteurs logiques. C'est important. Quand les connecteurs logiques sont mal utilisés, votre devoir prend un coup, chers amis. Maîtrisez vos différents connecteurs logiques. C'est important. Après votre thèse, après avoir étayé votre thèse et que vous avez passé maintenant à la deuxième partie de votre devoir, donc à l'antithèse, vous allez faire ce qu'on appelle une conclusion partielle et une transition. Voici un élément clé de vos devoirs. La conclusion partielle et la transition. La conclusion partielle, c'est de faire ce qu'on appelle le bilan, un bref bilan de votre première partie, de votre thèse. On a fini la thèse du devoir. On va maintenant marquer la linéa pour faire ce qu'on appelle la conclusion partielle et la transition. Alors, la conclusion partielle, c'est le bref bilan de la thèse. La transition, c'est la phrase qui va nous mener à l'antithèse, qui va nous mener à la deuxième partie de notre devoir. Après ces deux aspects maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On saute une ligne, on marque la linéa et on va commencer notre antithèse, c'est-à-dire l'acte 2 de notre devoir. L'antithèse, c'est la même structuration que la thèse. Idée de prise de position, idée-argument. Après l'idée-argument, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant expliquer l'argument. On va expliciter l'argument. Après quoi, on va insérer une pensée d'auteur en relation avec l'argument que nous venons de soutenir. Attention, chers amis, le danger dans ce travail que vous faites, c'est qu'il faut éviter ce qu'on appelle l'anachronisme et le monologisme. Je vous explique. L'anachronisme, c'est le fait d'utiliser ou d'attribuer des pensées d'auteur à d'autres auteurs. Par exemple, quand vous dites que Sartre disait que l'homme est un loup pour l'homme. Non, Sartre n'a pas dit que l'homme est un loup pour l'homme. Ce n'est pas ça qu'il a dit, mais plutôt Thomas Hobbes. Donc vous faites de l'anachronisme, ça vous crée des problèmes. Vous devez aussi éviter ce qu'on appelle le néologisme dans vos devoirs. Le néologisme, c'est le fait de créer ou d'inventer des thèmes qui n'existent pas. Ce qui est judicieux pour vous, c'est d'utiliser des thèmes qu'on peut comprendre, des thèmes que vous maîtrisez, qu'on puisse comprendre, des thèmes qui sont à la portée de la compréhension du collecteur. C'est le plus important. Alors, après votre antithèse, bien évidemment, après vos 3 arguments, et après vos illustrations, vous allez maintenant passer à une conclusion générale de votre travail. La conclusion générale, c'est quoi? La conclusion générale du travail, c'est essayer de faire un bilan et de la thèse et de l'antithèse. Donc, le bilan de ces 2 parties. Après, faire ce qu'on appelle un dépassement. Alors, le dépassement, c'est votre point de vue personnel quant au sujet. Quel point de vue vous avez quant au sujet? Bien évidemment, le point de vue personnel, vous le numérez. Et après, enfin, vous pouvez faire une ouverture. Mais l'ouverture est facultative, elle n'est pas obligatoire. Pour tous ceux qui ne peuvent pas faire une ouverture, vous ne touchez pas à l'ouverture. Après le point de vue personnel, vous laissez le devoir tel qu'il est à la conclusion. Donc, je synthétise, chers amis, pour vous. En philosophie, vous avez ce qu'on appelle l'introduction, le développement, la conclusion. Dans l'introduction, vous avez 3 parties dans l'introduction. Vous avez
la généralité. Dans la généralité, nous avons le paradoxe et la définition du thème clé. Après, nous avons le problème, nous avons la phase de la problématisation qui est la thèse et l'antithèse, dans l'axe 1 et l'axe 2. Après quoi, vous avez un développement, thèse et antithèse. Mais n'oubliez pas, entre la thèse et l'antithèse, vous avez forcément ce qu'on appelle une conclusion partielle et une transition. C'est important. Après, vous faites votre conclusion. Alors, chers amis, la méthodologie de la dissertation philosophique est un exercice très complexe. N'oubliez pas, pour savoir la pratiquer aussi, il faut aussi maîtriser vos cours. Il faut lire vos cours. Parce que c'est un exercice où on vous demande de construire une argumentation, de construire un raisonnement à l'aide de vos propres expériences, à l'aide de vos propres idées, à l'aide de vos propres recherches. Alors, vous devez faire en sorte de maîtriser ce travail-là parce qu'il est très, très important et parce qu'en termes de rédaction, vous devez être, en tant qu'élève de terminale, vous devez être capable de faire un bon travail de rédaction. Alors, chers amis, merci de nous avoir suivis pour ce énième numéro de notre émission Les secrets du bac. À la prochaine pour un autre numéro de Secrets du bac sur Koba TV. Merci.